Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il existe des personnes qui sont plutôt des mages. Mages car un peu magiciens, ou mages parce qu'ils ont la faculté de nous partager une certaine sagesse des temps anciens. Nous faire voyager intellectuellement, nous permettre aussi de considérer les choses sous un autre angle. Un angle certes plus problématique, mais un angle qui nous dit quelque chose de nous-mêmes, qui nous raconte une histoire, notre histoire. Mais ce n'est pas un historien à lunettes jaunes qui vient nous raconter des histoires aujourd'hui. C'est un invité toujours surprenant qui réussit à piquer notre intérêt sur plusieurs sujets toujours liés au développement personnel. Philosophe et auteur à succès, il vient de sortir un nouveau livre sur le pouvoir des contes de fées chez Flammarion intitulé « Les princesses ont toujours raison ». Fondateur de l'école occidentale de méditation, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Midal. Bonjour. Bonjour. On vous connaît surtout pour votre travail autour de la méditation et du développement personnel. Pourquoi pensez-vous qu'il y a de la sagesse dans les contes et légendes ? Ça, c'est... Au fond, on l'a un peu oublié, parce qu'aujourd'hui, les contes de fées, on les réduit à des histoires pour les enfants. Mais d'abord, c'était des histoires qui étaient racontées, disons, par les adultes pour les adultes, autrefois. Et les contes gardent en eux une sagesse très ancienne. Et on sait, aujourd'hui, on a fait beaucoup de recherches sur l'origine très, très profonde, très originaire des contes. Donc, ils sont les gardiens d'une forme de sagesse, à la fois que leur simplicité apparente cache, mais qui est extrêmement profonde. Et puis, l'autre chose, c'est que depuis les temps préhistoriques, les êtres humains racontent. Ils ont besoin de raconter des histoires. Et les contes sont un peu la quintessence d'une histoire. Aujourd'hui, même les scénaristes hollywoodiens reprennent un peu les schémas des contes, parce que dans les contes, il y a à peu près tous les grands schémas narratifs essentiels. Oui, c'est les dessins qu'on retrouvait dans les cavernes. Oui, donc ça raconte déjà des histoires. C'est pas forcément les mêmes que les contes, mais il y a déjà le besoin d'histoire. Donc les contes sont une forme de sagesse, et les contes sont la quintessence de toute histoire. Et donc, on a besoin d'histoire pour avancer, pour grandir. Et alors, comment ça fonctionne, ces contes et légendes ? Est-ce que c'est a priori pour prévenir un danger, avec une sorte de leçon de morale ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, ça parle à la psyché de façon plus inconsciente ? Comment ça fonctionne ? D'abord, les contes, disons, dans les temps les plus anciens, parlent des difficultés que tout être humain rencontre dans sa vie, des défis, des obstacles, des conflits, des contradictions. Donc c'est allégorique. Oui, ça parle de ça. C'est une expérience que c'est allégorique, c'est mythique,
Et puis voilà, au fond, on est tous confrontés au deuil, à la séparation, à la rupture. Et les contes nous parlent de ça. Au fond, très directement, même pas allégoriquement. Le petit Pousset est abandonné. Voilà, le fils dans le Chaboté, il est ruiné, il a rien. Donc tout le monde est confronté, et même dans les contes, c'est souvent des personnages très simples qui partent à l'aventure de leur vie, comme nous partons tous à l'aventure de nos propres vies. Après, dans l'histoire de la réception des contes, il y a plusieurs étapes. Au XVIIe siècle, Perrault, mais c'est d'abord des femmes qui sont aujourd'hui moins connues, comme Madame d'Aulnay, qui ont été les premières. C'était intéressant de voir que c'est d'abord des femmes qui ont écrit les contes qui étaient avant récités dans une tradition orale. Mais le plus connu, c'est Perrault, les contes de Perrault. Perrault a juste donné une forme à des contes anciens pour la cour. Donc c'est tout à fait étonnant, c'est pour la cour. Donc ouais, ça devient un langage et un texte très savant. C'est simple, mais il y a un côté savant. Et lui, les moralise. On verra après, si on prend l'exemple du Petit Chaperon Rouge, qui est le conte qui m'a demandé le plus de travail dans le livre. Mais on peut parler tout de suite de ça. Le Petit Chaperon Rouge, pour Perrault, il explique, il raconte le conte et il dit, bon ben voilà, c'est parce que la petite fille a désobéi à sa maman qu'elle est mangée par le loup, c'est pas bien. Il faut obéir à sa maman. Donc il moralise quelque chose pour essayer de le présenter, et dans un combat intellectuel, parce qu'il veut sortir du modèle gréco-romain dans la querelle des anciens et des modernes. Donc il fait un peu La Fontaine au niveau des fables d'Ésope. Voilà. Quoi. Il met en forme et ensuite il donne la morale dans une volonté pédagogique. Presque. Voilà. Après, au XIXe siècle, il y a les frères Grimm, en Allemagne, qui font un travail romantique. Donc on retourne à ces contes parce qu'on veut sortir d'un rapport trop logique, froid, déshumanisé, qui oublie quelque chose de la profondeur de la psyché humaine. Et donc là, il y a une lecture nouvelle des contes. Et là, pour le Petit Chaperon Rouge, c'est un peu, disons, patriarcal, puisque le Petit Chaperon Rouge et la grand-mère sont mangés par le loup, mais heureusement, il y a un homme, le chasseur qui arrive, qui ouvre le ventre du loup et qui libère le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère. Puis après, il y a la troisième grande lecture, c'est la lecture psychanalytique. Bien sûr. En particulier par Bettelheim. Et là, c'est alors le conflit intrapsychique. Et donc, le Petit Chaperon Rouge veut coucher avec son père. Le rouge, c'est les règles. Et c'est le désir de l'homme qui est... et c'est là-dessus que le ressort du conte. Et moi, j'ai écrit mon livre parce que je n'étais pas du tout d'accord avec cette interprétation. Et pour une raison, je dirais, toute simple. D'abord, il y a plein de raisons, mais la première, c'est que moi, petit garçon, j'adorais le conte. Et je me souviens, ma grand-mère, quand elle me jouait, « Pourquoi tu as de si grands bras ? C'est pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant. » J'adorais, il y avait une sorte de jubilation, et j'ai demandé, est-ce que j'étais le seul ? J'ai demandé à tous les garçons que je connais, et tous ont adoré le Petit Chaperon Rouge. Alors je me disais, quand même, ça ne tient pas la route, cette histoire. Si jamais c'était juste... le récit était juste le désir de la petite fille pour coucher avec son père, pourquoi les petits garçons aimeraient tant cette histoire ? Donc ça m'a beaucoup travaillé et je voulais essayer d'avoir une lecture plus existentielle, plus directe, plus originaire, plus des contes. Surtout plus philosophique d'un certain point de vue, c'est-à-dire qui décrit exactement notre expérience. Et je me suis dit, sans doute, après beaucoup de réciter le conte et d'y songer, de le méditer, sans doute que le conte parle du rapport que nous avons à la peur. Nous avons tous envie de rencontrer quelque chose qui nous fait peur, mais pas trop. C'est-à-dire que quand tout est confortable, on finit par s'ennuyer. C'est pas vraiment vivant. Donc on a envie de rencontrer le loup. Tout le monde a envie de rencontrer le loup. Et j'y ai pensé parce que j'avais vu une petite fille qui avait 4-5 ans et qui disait « Où est le loup ? Où est le loup ?» Elle courait partout pour chercher le loup. Et on marchait dans la rue, elle disait « Mais où est le loup ? Où est le loup ?» Je me dis « Mais oui, c'est exactement ça. On a tous envie de rencontrer le loup. On en a peur, mais on en a envie. Le loup, c'est l'inconnu. » Mais je me dis, est-ce que mon interprétation est juste ? Mais ça me semblait beaucoup plus vrai. Cette dualité qui est au cœur de chacun d'entre nous, de l'inconnu, de l'étrangeté,
qui nous fait peur et qu'on a envie, parce que voilà, on a une vie plan-plan, c'est trop chiant, et si c'est trop terrifiant. Alors là, je me suis plongé dans les archives pour essayer de trouver les versions orales. On a, au cours des siècles, après Grimm, on a dans des campagnes, etc., trouvé des versions orales plus anciennes et qui sont très éclairantes. Et là, j'ai trouvé une version qui, pour moi, a été vraiment... que je voyais juste. Dans les versions anciennes, le petit chaperon rouge dit au loup, quand il est dans son lit, « J'ai envie de faire pipi ». Alors le loup lui dit, vas-y, fais pipi. Ah non, tu vas être tout mouillé, ça va pas être agréable. Le loup qui est déguisé en la grand-mère. Mais le petit chaperon rouge, il a commencé à comprendre que là, le loup, il était pas du tout sympathique. Alors le loup dit, je vais faire pipi dehors. Alors le loup, il dit, d'accord, je t'attache à une corde, comme ça je suis sûr que tu vas revenir. Il dit, d'accord. Elle sort, elle enlève la corde, elle accroche à un arbre, elle s'enfuit et elle se délivre très bien du problème. Et je dis, mais oui, bien sûr, c'est ça, donc c'était la confirmation que le petit chaperon rouge est tout à fait capable de se débrouiller tout seul, il n'a pas besoin d'un homme, du chasseur, et voilà pourquoi les princesses ont toujours raison. Voilà on verra après pourquoi, mais voilà un exemple. Quand on revient à l'origine, les petites filles sont tout à fait capables de se débrouiller toutes seules et de dire non, et elle a envie d'explorer le risque, tout en sachant se défendre quand le risque devient trop grand. Et c'est ça, à mon avis, dont parle le conte. Donc là, en vous racontant ça, on permet mieux de voir les différentes lectures qu'il y a sur le conte. Donc, la lecture moraliste de Perrault, la lecture un peu patriarcale des frères Grimm, même qu'il y a quand même, je caricature un peu, mais pour que ce soit clair, la lecture psychanalytique de Bettelheim, qui, à mon avis, est tout à fait datée, et la lecture que j'essaye de revivifier et de proposer à partir de la philosophie et d'un rapport à notre existence. Avec des rapports donc de leçons de vie. Donc pour résumer, chacun de ces contes et légendes que vous citez sont des espèces de paraboles qui ont aussi certains buts d'enseignement de vie. Vous parlez d'Hansel et Gretel, piège du bien-être, Thésée ou l'art de sortir du labyrinthe des emmerdes. Donc du coup, ces paraboles peuvent nous influencer, parler aux enfants, aux grands-enfants que nous sommes. Pourquoi est-ce que les enfants, d'une certaine manière, et là vous en avez donné un exemple quand vous nous parliez de votre enfance, arrivent tout de suite à saisir de quoi il s'agit? Parce que ça dit la vérité. Voilà, c'est tout bête. Les contes disent la vérité. La vérité, nous vivons dans un monde où on a tendance à penser qu'il faut être positif et rejeter le négatif. Et ça, à mon avis, c'est vraiment une connerie sans nom, parce que la vie est faite de lumière et d'ombre, et que de vouloir qu'il n'y ait que de la lumière nous rend extrêmement pauvres et faibles. Et très moraliste. Alors, il y a le bien, il y a le mal, et la vie est beaucoup plus complexe. Les contes disent la vérité, ils nous mettent au milieu de la complexité, du risque, du danger, des contradictions. Voilà, le petit chaperon rouge, il veut rencontrer le loup et il a peur du loup. Et le loup est à la fois formidable parce qu'il va apprendre à devenir adulte et en même temps, il est terrifiant. Mais c'est ça la vie. Donc les enfants sentent qu'on leur dit la vérité. C'est tout à fait frappant, on le sait aujourd'hui. Toute l'image qu'on a eue pendant longtemps que les enfants étaient complètement puérils et tout. Il y a un côté, c'est tout à fait fascinant les enfants pour ça. Il y a un côté, ils sont complètement enfantins et d'un seul coup ils vous disent une chose, vous comprenez pas d'où vient l'intelligence et la sagesse de compréhension qu'ils ont. Et quand ils lisent le conte, à la fois ils s'amusent, et c'est le côté enfantin, et il y a un autre côté, ils comprennent quelque chose. Alors j'ai même été très étonné, même si je sais tout ça, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils lisaient mon livre à leurs enfants. Et donc, mon livre, je raconte l'histoire, mais après, il y a plein de petits passages plus philosophiques qui expliquent. Les commentaires, bien sûr. Et les enfants adorent. Alors moi, j'étais tout à fait étonné, je dois dire, je n'avais pas pensé que les enfants adoraient autant. Et plein de parents me disent « Ah, mais je suis obligé de leur lire le petit passage philosophique. » Et ils adorent, ils comprennent très bien. Mais les enfants comprennent très bien. On a vu, depuis Dolto, qui avait montré que même un enfant qui ne sait pas parler, si on lui explique que ses parents divorcent ou qu'un tel a un problème, l'enfant comprend et se sent apaisé qu'on lui ait dit la vérité. Donc les contes disent quelque chose d'absolument vrai. Sous un mode, voilà, pour beaucoup de gens... Voilà, moi, je suis docteur en philosophie, tout ça, on pourrait penser, mais c'est pas là-dedans qu'il y a de la philosophie. Et je pense qu'au contraire, il y a énormément de philosophie parce que ça n'a pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la naïveté de nos discours. Nous vivons dans un monde où nous sommes très naïfs. Justement, avec ce côté positif, négatif, tout ça, on est très naïfs. Et très du duel, en dualiste, fait. Moraliste, etc. Même avec nous-mêmes, c'est pas bien, je devrais pas faire ça, tout ça. Et les contes montrent que on sait pas, c'est plus compliqué que ça.
Ça nous apprend à vivre dans quelque chose qui est beaucoup plus souple. Et on sent, quand on le lit, on n'a pas besoin toujours de comprendre. Moi, je donne quelques éclairages, mais juste en lisant les contes. C'est l'acceptation de l'adversité, d'une certaine façon. Et puis que nos ressources, en nous, nous ne les connaissons pas d'avance. Et oui. Oui, ça veut dire que c'est en fait à la portée de tous de pouvoir, devant l'adversité, justement, faire preuve de, entre guillemets, pouvoir magique. Vous parliez justement du personnage simple du conte. Et c'est vrai que généralement, c'est toujours celui qui est le vilain petit canard ou celui qui est rejeté, etc. Ça, c'est qui très va important. développer, ça c'est très fort, qui va réussir à trouver un développement de compétences incroyable. Ça, c'est un des points clés des contes, c'est que c'est toujours le petit, le fragile, le petit pousset, le troisième il y a trois fils, un aîné très brillant, très fort, le deuxième aussi, le troisième qu'on pense comme un simplet et un idiot, et c'est toujours lui qui va triompher des obstacles. C'est une leçon très forte. C'est une leçon très forte parce que chacun d'entre nous, à un moment, on sent qu'on est vraiment nul, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas y arriver. Donc le conte nous dit « mais si, c'est toi qui vas y arriver ». Donc ça nous montre là quelque chose de très profond. Ça nous donne du courage, de l'allant, et ça nous montre quelque chose pour avoir du courage et de l'allant. Mais aussi, philosophiquement, ça dit quelque chose de très très important, c'est que celui qui croit qu'il sait et qui est le plus fort, parce qu'il croit qu'il sait, pose moins de questions. Et va moins essayer de développer de l'intelligence, de la compréhension. Et passera à côté d'être le héros de l'histoire, finalement. Il va manquer. C'est ce qui se passe. Vous voyez, il y a 3 frères. Le premier frère rencontre un chat qui lui parle. Il dit « fous le camp, espèce de chat », il lui donne un coup de pied. Le deuxième, pareil. Le troisième s'arrête et partage son pain avec lui. Et il va advenir que c'est le chat qui est un gardien qui va l'aider à triompher des obstacles. Mais qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que les 2 premiers, devant les hasards de la vie et les rencontres, alors là, ça prend la figure d'un chat, mais ça peut être quelqu'un de tout simple, quelqu'un qui vous tend la main, un collègue de travail, vous parle et vous êtes tellement sûr que vous êtes le plus fort que vous le méprisez. Et que le troisième, parce qu'il sait ce que c'est la difficulté de la vie, va parler à ce collègue ou à la femme de ménage, au lycée, et qui va, au fond, vous rendre un service considérable à un moment où vous êtes en danger. Et vous voyez, donc ça prend une forme comme ça, un peu mythique. Mais en fait, ça parle de choses extrêmement profondes. Et ça nous dit, voilà, que si c'est difficile, c'est d'un certain point de vue, même si on n'aimerait pas, c'est peut-être tant mieux, parce que ça va nous permettre d'apprendre. Ça nous parle de choses profondes et quotidiennes. Et nous avons à apprendre tout le temps. Les contes nous disent que être mère, on ne l'est pas naturellement, ça s'apprend. Être un homme, on n'est pas naturellement, ça s'apprend. Qu'il y a un apprentissage, c'est ça que le rapport avec la philosophie, avec la méditation, avec la sagesse. Au fond, la sagesse nous dit, au fond, on peut tout apprendre. L'être humain a la capacité de tout apprendre. Aujourd'hui, en plus, c'est génial parce que cette sagesse ancestrale qui nous dit on n'est jamais déterminé une fois pour toutes, on n'est pas prisonnier à jamais de son passé, on a pu ne pas être aimé, on a pu être maltraité, mais on a la possibilité de transformer. Au fond, c'est ça que nous disent les contes, vous n'êtes jamais déterminé, voilà, parce qu'au fond, ça parle beaucoup de maltraitance, quand même. Cendrillon, elle est maltraitée, et elle devient quand même... d'abandon, de maltraitance. Et il s'en sort toujours. Donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est quand même extraordinaire. Grâce aux neurosciences, on sait que le cerveau a la capacité de se transformer, de créer de nouveaux circuits, ce qu'on appelle la neuroplasticité. On sait par l'épigénétique, etc. On sait que nous ne sommes jamais déterminés une fois pour toutes, que nous pouvons créer de nouveaux réseaux, qu'il y a des manières de s'entraîner son esprit, et que c'est pas parce qu'on n'a pas été aimé enfant qu'on est foutu à jamais. Et les contes nous parlent de ça. La philosophie nous le disait, et aujourd'hui, les neurosciences, toutes les recherches sur le cerveau montrent que c'était pas une illusion, qu'on a une possibilité de retrousser nos manches et de transformer notre vie. Voilà, dans tous mes livres, depuis mes livres sur la méditation, Foutez-vous la paix, tout ça, j'essaye toujours de donner cette leçon d'espérance que nous pouvons transformer notre vie. Juste, on a souvent le mauvais mode d'emploi. On peut rebondir. On peut rebondir, mais on a le mauvais mode d'emploi, puisque nous restons prisonniers de paradigmes qui sont complètement erronés. Et le paradigme principal que nous avons, c'est parce que je veux, par ma volonté unilatérale, que je vais décider que je vais changer.
Et ça, c'est un très mauvais paradigme, puisque c'est pas parce que je décide de ne pas être angoissé, là, sur le champ, que je ne le suis plus. C'est pas parce que je décide de m'endormir que je vais réussir à m'endormir. Et même plus je me dis qu'il faut que je dorme quand je fais une insomnie, moins je vais réussir à dormir. Donc c'est dans l'acceptation de quelque chose d'extérieur, en fait, d'une sorte de perturbation de mes croyances que je vais réussir à sortir de cet enfermement. Je dirais, en tout cas, c'est plus... Il y a une richesse et une subtilité de la puissance de transformation qui n'est donc pas aussi unilatérale, qui peut être le fait de mobiliser des ressources en moi que je ne connaissais pas. Par exemple, je veux réussir à dormir, et c'est en revenant à mon corps qui lui a envie de dormir que je vais réussir à dormir. Donc c'est en mobilisant des forces que je ne soupçonnais pas, qui sont souvent représentées dans les contes par des animaux. Des dragons, par exemple. Des dragons, voilà, qui viennent nous aider. Les elfes. Ou les petits chats, tout ça. Donc, en mobilisant des forces, en se foutant la paix, c'est-à-dire en revenant à la source de la vie en nous, en se promenant dans la forêt, peut-être. Qui est en train d'agir. La promenade dans la forêt, c'est ça aussi, oui. Se foutre la paix. Et donc, c'est ces modalités qui réussissent à nous permettre de nous transformer. Donc, les contes nous disent quelque chose de fondamental qu'on a oublié, par où chacun d'entre nous peut réussir à se transformer, à se métamorphoser, à changer, qu'on n'est jamais, une fois pour toutes, condamné à quoi que ce soit. Que le mouvement de la vie humaine est que tout est toujours en mouvement. Parce que pour arriver à ce degré de profondeur, on voit qu'il y a quand même des protocoles. Il était une fois, ou alors la fameuse courbe des contes, assez circulaire, avec un début, le moment d'agone de la crise, et puis ensuite un retour à la normale. Est-ce que ça... Vous pensez que c'est quelque chose qui fait partie, en fait, une sorte de schéma constitutif? Je dirais, chacun d'entre nous, c'est comme ça. On est tranquille, et puis il y a un emmerde qui nous tombe dessus, et comment on fait pour essayer de le transformer? Et au lieu de se dire, si jamais je perds mon boulot, ça va être affreux, on se dit, même si je perds mon boulot, qu'est-ce que je vais faire? Cette transformation du si au même si. Et donc, voilà comment on fait. Mais ça peut être un truc tout bête. Je dois faire à manger, je suis sûr qu'il y a des œufs, j'ouvre mon frigo, il n'y a plus d'œufs, et j'ai des amis à dîner ce soir, comment je vais faire? J'invente autrement la recette que je connais. Donc, au fond, c'est la vie qui est comme ça. Il y a une situation, un défi, et on va le relever. Et je ne le relève, pour le dire autrement, jamais comme je pensais que j'allais le relever. Donc, par ma volonté, je suis aveugle aux possibilités. Par ma volonté, disons, crispée, unilatérale, la volonté n'est pas mauvaise quand elle est ouverte à la rencontre, au hasard, aux situations. Mais la volonté, je décide, moi, unilatéralement, là, tout de suite, que je vais courir le marathon si j'ai jamais couru, je ne vais pas y arriver. Mais nous pensons un peu naïvement comme ça. Notre société nous fait croire du matin jusqu'au soir que si je veux, je peux. C'est beaucoup plus subtil que ça, et les contes sont un extraordinaire enseignement de ce qui nous donne vraiment de la force, et ce qui permet vraiment de transformer les difficultés, de nous accomplir. Alors on va parler maintenant de l'élément féminin, parce que vous faites la part belle aux princesses, à l'ère du féminisme et puis du film Barbie. Alors, qui sont ces princesses? Pourquoi l'élément féminin plus que le masculin dans le titre? On vous écoute. Alors, je dis juste que les princesses ont toujours raison, que c'est ça que nous montrent les contes. Quand on prend par exemple Hansel et Gretel, on connaît tous l'histoire, voilà, il y a Hansel et Gretel, les deux petits garçons, ils sont abandonnés dans la forêt, ils voient une maison en sucre et ils commencent à la manger. Ils sont tellement naïfs, ils croient qu'une maison en sucre, ça existe et qu'il n'y a pas de problème. Mais nous, on est un peu pareil, quand on voit des promesses, suivez telle technique et tout va être réglé en 2 minutes, on y croit et après on est déçu. Donc évidemment, quand ces promesses fastoches, ça cache toujours une sorcière qui est là pour vous bouffer, prendre votre argent, prendre votre pouvoir, et donc il y a une sorcière qui les prend. Et là, il y a Hansel et Gretel qui sont enfermés. Hansel est mis dans une cage parce qu'elle veut le manger d'abord, et Gretel, elle est la servante. Et je me suis dit, mais quand même, en relisant les contes, je me dis, mais c'est quand même frappant. Hansel, il pense qu'à bouffer dans sa cage, et Gretel essaie de lui dire qu'il faut quand même qu'on réfléchisse et qu'on trouve une solution. Il veut juste bouffer. Et Gretel, elle trouve une idée. Elle lui donne un os de poulet. Chaque fois que la sorcière vient pour tâter son doigt, parce qu'elle est un peu aveugle, pour voir s'il est assez gras, il montre le doigt que lui a donné sa sœur. Elle dit « Ah, il est encore trop maigre, il faut qu'il bouffe ». Et donc, elle a gagné du répit. Donc, vous voyez, c'est quand même Gretel qui trouve la solution. Et puis après, elle en a marre. La sorcière dit « Bon, je vais quand même manger le petit garçon ».
Et Gretel, elle a l'intelligence de dire, mais comment on fait pour allumer le feu? La sorcière rentre dans le feu, elle ferme la porte du four, elle fait brûler la sorcière, elle délie son frère et elle s'en va. Et elle se sauve. Donc on voit bien que le garçon, il a rien foutu du tout et que c'est la petite fille qui a tout fait. Donc premier exemple, et dans le livre, je montre que tous les contes s'interprètent comme ça. C'est juste une vérité tout à fait surprenante que dans j'invente pas. Ça se passe comme ça. C'est souvent, après il y a des contes où il n'y a pas de personnage féminin, mais c'est souvent l'héroïne qui est une princesse. C'est vrai que dans les contes de Gris Paris, c'est surtout Nadia qu'on connaît face à la méchante sorcière aussi. Je connais pas. Ah, ça aussi, c'est des très très beaux contes pour enfants avec Nadia et l'étoile. Donc oui, c'est elle aussi qui a toutes sortes d'ingéniosité pour essayer. Mais on voit bien dans La Reine des Neiges, la petite Gerda et Kai. Kai reçoit un éclat de la Reine des Neiges et perd son cœur et devient froid. Et comme dit Anderson avec beaucoup de finesse, il dit il devient très intelligent, tout le monde l'admire, mais son cœur est froid et dur. Moi, je pense chaque fois quand il parle, je pense à tous nos hommes, à tant de nos hommes politiques, coupés de leur cœur, coupés de leur empathie, et ils ont reçu un éclat du miroir. Et il est enfermé avec la Reine des Neiges, c'est-à-dire la reine de la glaciation, et c'est Gerda qui traverse tout le pays, qui rencontre tous les obstacles et qui va le délivrer. Et au début, elle lui parle pour le réveiller, il la reconnaît pas, et elle pleure, et il y a de chagrin et d'amour, et il y a une larme qui tombe dans l'œil et qui amollit le cœur glacé et lui redonne la vue. Et il voit à nouveau la beauté du monde, parce que la dureté de son cœur faisait qu'il ne voyait plus la beauté du monde, et il retrouve son cœur. Donc à nouveau, c'est Gerda qui fait tout le boulot. Les princesses ont toujours raison. Mais alors, est-ce que Blanche-Neige a eu raison de manger la pomme? Est-ce que la Belle au bois dormant a eu raison de se piquer à la... Ah oui, alors la Belle au bois... Je trouve que l'exemple le plus... Aiguille. Des fois, elles sont un peu gourdes, les princesses, faut quand même le dire. La Belle au bois dormant, je pense que c'est l'exemple le plus difficile. Vous allez dire, là, vraiment, quand même, elle fait rien, elle attend un siècle, c'est le prince Armand qui fait tout. Eh ben, Blanche-Neige aussi. On va revoir, prenons l'un après l'autre, on va revoir La Belle au bois dormant. Ses parents oublient d'inviter une des fées pour sa naissance. Elle est furieuse. On peut dire, les parents, ils sont vraiment trop cons. Parce que quand il y a une naissance, vous invitez quand même toute la famille. Vous n'allez pas oublier une tante, au moins la prévenir. Alors après, ils disent « Ah oui, mais elle était vieille, on l'a oubliée ». Les parents, ils sont un peu tordus. Première chose. Alors vous dire, mais qu'est-ce qui permet de dire s'ils sont tordus? On va voir, c'est la suite du conte. Est-ce que j'ai raison ou pas? Moi, je pense déjà, là, c'est tout à fait louche. Donc là, méchante fée, tellement furieuse, elle dit elle va mourir. Et puis il y a une fée qui dit, elle ne mourra pas, mais à 15 ans, elle va se piquer avec un fuseau. Le jour de ses 15 ans, ses parents partent en voyage. Est-ce que vous croyez que tout le royaume n'est pas au courant qu'à 15 ans, elle va se piquer avec un fuseau? Ils n'ont pas caché à leur fille. Tout le monde est au courant. On se dit, mais ils sont complètement inconscients. Mais il y a vraiment un problème. Votre fille, à 15 ans, elle va mourir. Vous partez en vacances ce jour-là. Vous restez pas à vous occuper d'elle. Et la petite fille, la fille qui a 15 ans, elle court dans le royaume partout pour chercher par où il y a encore une quenouille pour se faire piquer. C'est pas par hasard. C'est qu'elle a tout à fait envie de se faire piquer parce qu'elle en peut plus. Elle est enfermée dans un royaume complètement absurde. Les parents sont complètement absurdes. Elle étouffe au plus haut point et elle se dit, il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut que je prenne du recul. Donc moi, je pense qu'elle a évidemment choisi de se piquer. Elle s'endort pendant un siècle. Les parents disparaissent à jamais parce qu'ils ne sont pas là. Et donc, elle est débarrassée de ses parents. Elle va pouvoir devenir elle-même. Et le prince, soi-disant, qui fait tout et tout, c'est elle qui a choisi. Le prince, il y a des princes qui sont venus avant. Il y a des ronces qui empêchent de passer. Ils font rien. Et ce prince passe par hasard. Il n'a absolument rien fait. La porte s'ouvre parce que c'est les 100 ans. Il ouvre, il embrasse. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et du reste, le conte continue. Ça s'arrêtait pas là. Chez Walt Disney, parce qu'évidemment, on est prisonnier de Walt Disney. J'ai pas du tout parlé, mais Walt Disney a un peu fait, les jeunes filles crétines qui attendent, mais c'est pas du tout comme ça. Parce que dans le conte, quand il se marie, comme lui, il a absolument rien foutu et qu'elle est vraiment devenue une vraie princesse, la vie commence pour lui. Il va falloir qu'il fasse des exploits. Donc, sa mère est une ogresse et il n'ose pas le dire. Donc, il se cache avec sa femme dans la forêt sans oser dire à sa mère, enfin, vous imaginez, le pauvre enfant, il n'ose pas dire à sa mère qu'il est marié.
Il se cache, la mère finit par arriver, découvrir, veut manger ses enfants, et là il va devoir montrer que c'est un homme et se battre. Et donc il a encore un bon bout de chemin. Donc on voit bien que c'est elle qui décide, la belle au bois dormant, et qu'elle est beaucoup plus active et forte. Et juste, elle comprend qu'il y a des moments, ne rien faire, et prendre le temps pour se décider, pour grandir, est important. Vous voyez, on disait tout à l'heure, mais comment on fait pour affronter des obstacles ? Il y a un moment, il faut symboliquement dormir. Elle choisit de s'extraire, en fait. S'extraire. Ça nous arrive à nous aussi. Moi, il y a des moments, je suis en train d'écrire un livre et ça ne marche pas. Je vais me promener, je fais autre chose. Je me mets en arrêt le temps que quelque chose digère en moi pour m'ouvrir. Donc, on voit, même dans ce conte-là, après, il y a évidemment tous les contes, mais que, oui, les princesses ont raison. Après, il y a une autre angle au-delà des princesses. Mais au fond, je veux dire les princesses, on pourrait dire les princesses ont toujours raison, on pourrait dire aussi, dans les contes, toute personne se révèle comme étant un prince, une princesse, un roi, une reine. Nous avons une sorte de dignité intrinsèque. Et là, de ce point de vue-là, les contes ont une dimension spirituelle extrêmement profonde. Révélateur. Ils nous montrent que, voilà, moi, je m'identifie... l'âge que j'ai, les problèmes que j'ai, mes problèmes psychologiques, mon histoire, mon métier, et on s'enferme ainsi dans une petite case. Voilà, je suis une femme, j'ai 60 ans, je suis comme ceci, j'ai 30 ans, je suis comme cela. Et les contes disent, mais non, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de noble, de divin en vous. Et donc, les princesses ont toujours raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de digne, il y a quelque chose de beau. Et je crois que c'est ça aussi le sens du conte. On pourrait prendre un autre conte. Dans le livre, il y en a énormément, il y en a une quarantaine. Voilà. Mais un que je trouve aussi éclairant, c'est La princesse au petit pois. Parce que aussi là, il est aussi très mal lu. La princesse au petit pois, donc, sonne à la porte d'un prince. Sa mère et son père cherchent désespérément une princesse pour le prince. Ils vont dans tous les royaumes, ils voient des princesses, mais aucune ne lui convient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les princesses qu'ils voient ont peut-être le titre de princesse, mais au fond de leur âme, elles n'ont pas la dignité profonde d'être des princesses. Elles sont que des princesses d'apparat, même si elles ont le titre. Il est désespéré, et un jour, frappe à la porte, toute trempée, toute mouillée, parce qu'il pleuvait, habillée comme vraiment moins que rien, une jeune femme qui dit être une princesse. Alors là, vous imaginez la provocation. Elle arrive pas du tout bien maquillée et tout, comme naturellement. Et la mère descend et se dit, on va voir si c'est une vraie princesse. Donc elle y parle, tout à fait poliment. Elle lui prépare un lit. Et là, il y a 10 édredons, 10 machins, et en dessous, un tout petit pois. Et on va voir. Et le lendemain, la princesse, c'est une tellement belle histoire sur l'hypersensibilité, qui est un autre des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, puisque j'en parlais déjà dans mon livre « Suis-je hypersensible ?» Et au matin, de manière très polie, très courtoise, en remerciant ses hôtes, elle dit « J'ai tellement mal dormi, c'est comme s'il y avait des cailloux dans mon lit. » Et à ce moment-là, la reine comprend qu'elle est une vraie princesse. Et je trouve que c'est extraordinaire, parce que à première vue, on pourrait dire « Mais elle est tout à fait grossière. Pourquoi elle ment pas et fait pas semblant ?» Non, elle est tout à fait polie, mais elle va au-delà des apparences, et aussi bien dans la manière dont elle vient se présenter à la porte du palais en se montrant complètement telle qu'elle, avec la pluie qui fuit dans ses souliers et tout, que dans le fait de dire qu'elle n'a pas réussi à dormir. Son hypersensibilité qu'elle assume montre qu'elle est une vraie princesse. Et donc les princesses ont toujours raison, c'est aussi nous encourager à être authentique. À être authentique, même quand on a l'impression qu'on est trop fragile, trop sensible, même si, comme je montre dans mon livre « Suis-je hypersensible ?», l'hypersensibilité n'a rien à voir avec une fragilité, mais là aussi, si, et seulement si, on fait le travail pour transformer son hypersensibilité et en faire une force. Et malheureusement, sur l'hypersensibilité, il ne s'agit pas juste de l'accepter, il s'agit de comprendre vraiment en détail les mécanismes de l'hypersensibilité pour pouvoir
savoir comment les employer pour en faire une force. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la mode en ce moment des trigger warnings? J'ai aucune idée ce que c'est. Alors, les trigger warnings, c'est ce qu'on voit sur les comptes d'aujourd'hui. C'est des mises en garde qui portent sur une Blanche-Neige non consentante au baiser du prince, par exemple. Ce genre de choses, je trouve ça effroyable, parce qu'on voudrait édulcorer ce qu'il peut y avoir de dérangeant, mais les contes sont dérangeants. C'est-à-dire, les parents abandonnent leurs enfants, il y a peau d'âne. Le père veut faire inceste avec sa fille, et je crois que vouloir édulcorer la violence n'est pas une manière d'aider les enfants. Il faut leur montrer justement que la violence existe et comment on va se débrouiller avec elle. Donc les contes sont là pour nous préparer à la violence du monde. Ah oui, absolument. Les contes sont là pour dire la violence du monde existe, mais tu vas pouvoir te débrouiller avec elle. Heureusement. Et c'est étrange que un enfant comprend ça, et je vois plein d'adultes qui n'arrivent plus à comprendre ça. Et ça, c'est très souvent des adultes qui sont une inspiration, par exemple, spirituelle et tout ça, finissent par tomber dans une forme d'irénisme. C'est-à-dire ce mouvement qu'il n'y a pas de problème, le mal n'existe pas, et après, ils se font avoir parce qu'ils voient des gens méchants et ils sont découragés absolument. Tandis que quand on sait que le mal existe, on n'est pas du tout découragé. On sait oui. Et donc, on est préparé. On est préparé et on trouve des manières d'y faire face. Alors, on parlait de ces 40 contes. Vous, ils ont changé votre vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils changent la vie de nos auditeurs? Est-ce que vous conseillez une lecture silencieuse, méditative, orale? Qu'est-ce que vous conseillez? Je pense que juste en les lisant, d'abord, là, on parle vraiment de la dimension du sens des contes. Mais j'ai voulu aussi faire un livre très amusant. Je voulais que ce soit très... Je voulais écrire un livre... juste on s'amuse en le lisant, parce que j'ai fait des livres, voilà, moi je suis philosophe, et là je voulais un livre très 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 amusant. Donc en le lisant, tout ce que j'explique là, qui peut sembler voilà un peu savant, qui est l'arrière-plan, dans le livre, j'essaye surtout de raconter des contes. Alors j'ai pris les contes les plus connus, parce que souvent on les revisite et on est complètement surpris de l'interprétation que j'ai donnée. Puis c'est très émouvant souvent parce qu'on a des contes qu'on a entendus enfant, puis on ne voyait pas du tout de quoi ça parlait, ça nous a touchés, puis là on le relit et ça rappelle des choses très profondes. Et puis des contes qu'on ne connaît pas, de différentes cultures, que j'ai essayé de présenter aussi. Donc j'ai articulé un peu les deux. Et je crois que juste la lecture déjà, où on s'amuse, on le lit, déjà ça travaille en nous. Il y a une phrase qui va faire tilt, il y a quelque chose qui va être parlant, et qui va comme ça nous aider à changer notre regard sur la réalité. Alors vous parlez des 40 voleurs d'Ali Baba parce que pour vous, c'est 40 peurs qui nous font douter de nous, de nos projets, de nos richesses intérieures. Et là aussi, on voit que tout le monde souvent les gens me disent « mais j'avais oublié Morgiane ». Mais c'est Morgiane qui fait tout le boulot. Mais c'est vrai. Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, Ali Baba. Il serait fait tuer plein de fois par le méchant voleur. Mais c'est Morgiane qui repère les voleurs, c'est Morgiane qui se débarrasse des 40 voleurs. Donc là, on voit à nouveau, c'est quand même vraiment étrange. On prend au début, les gens disent mais tu exagères, mais non. Mais quand on lit les contes, on se rend compte que, au fond, l'homme a besoin de faire confiance à quelque chose du féminin pour advenir à lui-même. Et que c'est par là que les princesses ont toujours raison. Donc, je n'ai pas répondu à votre question. Alors, ma question elle est la suivante. À votre niveau de méditation, est-ce qu'on a encore des voleurs d'Ali Baba? Ah oui, toujours. Parce que alors ça, c'est très important. Être un être humain, je vais le dire comme ça, le plus radicalement possible. Tous ceux qui prétendent qu'on a atteint l'éveil, qu'on serait de l'autre côté, sont des menteurs. Ça n'existe pas, enfin, c'est un peu fort ce que je raconte là, et un peu fort, mais c'est ma conviction profonde. Ça entraîne énormément de problèmes. On crée une dualité, une dichotomie entre notre existence humaine avec ses imperfections, ses risques et ses peurs, et un état idéal qui fait que nous culpabiliser. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer parmi les plus grands maîtres tibétains, dont par exemple le Dalai Lama. Jamais aucun de ces maîtres n'a raconté qu'ils étaient éveillés, mais le Dalai Lama se présente toujours comme un simple moine. Tous les maîtres que j'ai vus sont... Mais maintenant, on voit plein de gens qui prétendent avoir atteint l'éveil. C'est juste une incroyable supercherie. C'est juste une incroyable supercherie. Là, je sais, il y a plein de gens très, très à la mode, très connus, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui prétendent avoir atteint l'éveil. C'est une incroyable supercherie. Un être humain, en tant qu'il est un être humain, a
à faire face à des défis tout au long de sa vie. Il y a l'angoisse, la peur, les difficultés sont là toujours, ça fait partie de la condition humaine. Il y a bien sûr une forme de confiance, de sérénité, de joie, d'amour, qui au fur et à mesure de la vie et du travail qu'on peut faire peut nous nourrir en profondeur. Et c'est sûr que je suis plus heureux et je sais plus faire confiance à l'amour qu'il y a 20 ans. Mais ce qui est fondamental, c'est que on est toujours des débutants. Ça, c'est vraiment fondamental. On est toujours des débutants. Et ne prétendre le contraire, c'est au fond la plus grande erreur qu'un être humain peut faire. C'est, je dirais, se prendre pour Dieu. Et donc, j'aimais beaucoup, parce que je vais au bout, il y a un théologien que j'aime beaucoup qui disait, les gens qui disent que il faut juste aimer et qu'on n'a pas besoin de se sentir aimé, parce qu'on serait arrivé quelque part. Il dit, ça, c'est le plus grand crime qu'on puisse faire, c'est se prendre pour Dieu, c'est être idolâtre. Dieu aime, mais nous avons besoin de sentir à la fois notre capacité d'aimer et que nous avons besoin d'être aimés. Et se réconcilier avec ce qu'on appelle en philosophie la finitude, c'est-à-dire se réconcilier avec nos limites, avec le fait qu'on n'est que des êtres humains, ça, c'est absolument libérateur. Et tous les contes parlent de ça. Puisque, à nouveau, celui qui triomphe, c'est le petit pousset, ce n'est pas le plus fort. Et moi, je suis, même si ma vie est consacrée à la méditation et à la transmettre, je reste le petit pousset. Mais c'est le petit pousset qui, quand même, finit par triompher des obstacles. Mais on est toujours un débutant. La vie, la vie est... Donc, tout ce modèle d'indifférence, qu'on pourrait être indifférent, qu'on pourrait être dans un lâcher-prise total, c'est absolument, à mon avis, un des pièges les plus redoutables. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais vu de sage dans ce sens-là, et je crois que ça empoisonne énormément les gens. Et au fond, pour dire, mon livre, je l'ai écrit pour délivrer les gens de ce qu'ils font, de ce qui ne fait au fond que les culpabiliser, parce qu'ils se disent, vous savez, comme quand j'enseigne la méditation, eh bien, tout le monde a le sentiment, se dit, j'y suis pas arrivé, mais j'ai l'impression que tout le monde dans la salle y est arrivé. C'est vrai. Mais en fait, personne n'y arrive jamais. Personne n'a jamais réussi à méditer. Méditer, c'est pas du tout réussir. Méditer, c'est rentrer dans l'expérience telle qu'elle est, c'est s'ouvrir à sa réalité. Mais comme on a fait qu'il faudrait réussir, et ça, vous voyez, en plus dans notre société, il y a une collusion entre ce mythe idolâtre de se prendre pour Dieu, et puis ce problème dans notre société qu'il faudrait qu'on soit toujours tout-puissant, qu'on doit gérer son stress comme on gère son compte en banque, qu'on soit tout-puissant, qu'on doit tout pouvoir réussir par sa volonté, et donc on est tout de suite culpabilisé. Ah merde, j'y arrive pas, ah bah c'est de ma faute, j'ai peur, c'est de ma faute, je sais pas quoi faire avec mes enfants, je sais pas quoi faire avec mes parents, j'ai peur de pas être aimé. Et tout ça, on est culpabilisé, alors que c'est par là qu'on peut trouver son cœur, et être un être humain, c'est plutôt toucher la profondeur de son cœur que croire qu'on est éveillé, qu'on n'a plus de cœur. Parce qu'au fond, entre l'idée d'éveil comme on la présente, et le pauvre Caï, qui est prisonnier de la Reine des Neiges, je vois souvent pas beaucoup de différence. Et donc, du coup, on reste tout le temps débutant, on reste toujours au début du conte. Et du coup, on a encore la possibilité dans notre vie de découvrir, de se transformer et de vivre l'aventure. Je dirais non, on reste pas toujours au début du conte. Heureusement, les contes se finissent, on triomphe des obstacles, mais d'autres aventures viennent. Attendent. Donc je dirais, aucun conte n'est jamais fini une fois pour toutes. D'autres aventures nous attendent, et c'est vrai qu'il y a plein de modèles. Des princesses ont toujours raison. Il y a la princesse hypersensible, il y a la princesse qui est plutôt la sorcière bienfaisante, qui a un rapport avec le monde. Il y a la princesse créatrice. Donc, au fond, dans tous les contes, je présente aussi des modèles différents de princesses. Mmh. Et donc tout le monde peut s'approprier. Oui, et c'est très intéressant de voir quel type de princesse on est. Dans le livre, j'invite aussi les gens, en lisant le livre, de dire mais quel type de princesse je suis. Et il y a plein de types différents de rapports à la dimension poétique et sacrée et spirituelle de notre propre nature. Pour toujours aller au plus profond de soi et découvrir de nouvelles richesses. Fabrice Midal, merci. Merci infiniment. Un très grand merci d'être venu dans Métamorphose pour nous parler de la sagesse des contes et des légendes. On rappelle votre dernier livre, Les princesses ont toujours raison, paru chez Flammarion. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.